La ville est un motif profondément enraciné dans l'histoire et le paysage de l'Italie. Les cités italiennes, célèbres pour leur architecture, attirent des touristes du monde entier. Au point que certaines d'entre elles sont devenues de véritables musées à ciel ouvert. Cette richesse architecturale des palais, des places et des églises est le fruit d'une histoire politique qui commence au Moyen Âge. Entre le XIIe et le XVIe siècle, la péninsule italienne est loin d'être un pays. C'est une mosaïque de territoires indépendants, gouvernés par des seigneurs. Pourtant, elle tient une place prépondérante en Europe, grâce à ses villes qui sont extrêmement peuplées, puissantes et nombreuses. L'expansion urbaine a commencé au sud du pays, en particulier pour les ports reliés à tous les réseaux marchands de la Méditerranée. Et c'est Palerme qui incarne le mieux cet essor. Au début du XIIe siècle, la ville appartient aux Sarrasins. Elle est habitée par des marchands arabes qui importent de la soie et des épices, des artisans juifs qui transforment ces matières précieuses et des commerçants du sud de l'Italie qui exportent le blé et le vin. Le port de Palerme lui permet de commercer non seulement avec l'Espagne et l'Afrique du Nord, mais aussi avec le Moyen-Orient. Quand le roi normand Roger II conquiert la cité et fonde le royaume de Sicile, il est obligé de composer avec les communautés qui peuplent déjà la ville. Palerme bénéficie d'une administration d'exception, curieux mélange d'institutions arabes et de droit normand. Et c'est ce même mélange que l'on retrouve dans l'architecture des bâtiments de la ville. Igor Mineo, historien, nous éclaire sur ce brassage particulièrement visible dans deux églises palermitaines. L'ensemble constitué par San Cataldo et Santa Maria della Miraglio montre très bien qu'il était dans le Palerme normand le mélange de culture et, par conséquent, de style architectural. Et ici, on voit très bien quels étaient les principaux styles qui se confrontent. Le style byzantin est évidemment représenté très bien dans les mosaïques qui sont dans Santa Maria della Miraglio, en particulier le mosaïque formidable du roi Roger II, représenté comme un roi universel, comme un empereur. Et le style arabe est représenté par les ogives, mais aussi il y a des influences qui sont ni byzantines, ni arabes, qui sont des influences qui viennent de l'Italie, qui viennent de l'Italie du Sud. Par exemple, les trois dômes qui sont au-dessus de San Cataldo probablement reproduit un modèle qui vient de Puglia. Ce métissage imprègne aussi l'architecture de la résidence royale de la Ziza, où les rois normands adoptent un mode de vie oriental. La Ziza, c'est un terme arabe, c'est la latinisation du terme arabe, qui signifie Al-Aziz signifie noble, splendide. Ça veut dire que c'est le lieu du roi. Donc la cour se réunissait ici. La cour cosmopolite dans laquelle on comptait de latins, de normands, de grecs, des arabes, de juifs aussi, bien qu'en petit nombre. Donc une cour cosmopolite et polyglotte. Dans la Ziza est conservée une des rares traces de ce mélange linguistique, une pierre funéraire qui date de 1148. La pierre présente 5 rectangles et c'est très intéressant parce que l'inscription présente pas 3 mais 4 langues. C'est-à-dire qu'à côté du latin, du grec et de l'arabe classique,
La quatrième inscription est faite dans un dialecte judéo-arabe. Ça veut dire clairement qu'il y avait une communauté juive qui parlait arabe et parlait arabe dans son dialecte. Cette coexistence des langues, des cultures et des religions ne dure pas plus d'un siècle. Et les villes du Sud, malgré leur expansion, sont absorbées par le Saint-Empire romain germanique à partir de 1220. Leur autonomie est limitée, et l'Italie méridionale est quadrillée de forteresses, dont la plus connue, Castel del Monte, près de Bari, incarne le pouvoir impérial triomphant. Durant la même période, au nord du pays, ce même pouvoir impérial n'arrive pas à soumettre les villes. Elles connaissent un essor démographique et économique sans précédent. En 1300, il n'existe que 6 villes de plus de 80 000 habitants en Europe et 4 d'entre elles se trouvent en Italie du Nord. Milan, Venise, Gênes et Florence. Dans le sillage de ces 4 géantes, une multitude de villes se développent et se dotent de gouvernements indépendants. On les appelle des communes. Sola Labellès, spécialiste d'histoire urbaine, déchiffre pour nous les traces de ce phénomène. Oui, là, par exemple, on voit très bien la tour du palais public. Et puis, bien sûr, la cathédrale qu'on voit ici. Donc déjà, là, on a une bonne indication de ce qu'est une ville médiévale en Italie, avec l'importance de cette verticalité. Donc, au départ, la commune naît dans la ville. Ce sont des habitants de la ville qui forment une commune. Mais autour de la ville, il y a aussi une multitude de pouvoirs, principalement des seigneurs. Et tout l'enjeu pour les habitants de la ville, ça va être de réduire le pouvoir de ces seigneurs, d'assujettir ces seigneurs au pouvoir de la ville. C'est le cas de San Gimignano, au cœur de la Toscane, qui s'est enrichi grâce à la culture du safran. Ces célèbres tours, aujourd'hui classées au patrimoine de l'humanité, sont en fait les vestiges de la terrible lutte de pouvoir qui a eu lieu dans ces murs. Il en reste très peu, là je crois qu'il en reste 12 ou 13. En fait, il faut imaginer que c'est parsemé de tours, c'est-à-dire il y en a partout. Alors aussi bien à San Gimignano, qui reste un exemple très connu parce que justement on a gardé les traces de ces tours, mais c'est vrai dans toutes les villes. C'est à Florence, on a comptabilisé au moins 100 tours, voire beaucoup plus, voire 120, 130 tours. C'est la place principale qui est en fait le cœur du pouvoir. Et justement, vous voyez 3 tours. Alors la plus haute, qui est couronnée par une espèce de chapeau, c'est justement, et là on le voit, la tour du palais communal. Ce qui est amusant, c'est qu'on voit un peu comme des Twin Towers, des tours jumelles. Et là, ce sont les tours des grandes familles aristocratiques. Et donc, on comprend déjà très bien en voyant d'ici qu'il y a une espèce de concurrence entre les différentes tours, que ça marque vraiment le pouvoir. Au musée de San Gimignano, on peut trouver une réplique du village tel qu'il était en 1300, avec l'intégralité de ses tours. Alors, ces tours ont une histoire assez longue. Au départ, elles ont une fonction militaire. C'est-à-dire que ce sont en général de grandes familles locales, l'élite, disons, du centre, qui décident de construire une tour pour pouvoir se défendre et pour pouvoir éventuellement attaquer le voisin. Et donc on va voir se multiplier comme ça des tours un peu partout dans le village qui ont vraiment cette fonction militaire comme raison d'être. La commune cherche à protéger la population des excès des grandes familles, notamment de la violence que provoquent les guerres entre les grandes familles. Et donc pour ça, on va prendre plusieurs mesures. La première, c'est de faire abattre les tours des grandes familles. Régulièrement, on les fait abattre, mais régulièrement, les grandes familles les reconstruisent. Alors, on va proposer autre chose. On va construire une autre tour qui est cette fois celle de la commune. Pour vous donner un exemple, dans cette tour-là, qui est donc la plus grande, la Torre Grossa, qui s'appelle Grossa justement parce qu'il y a une des cloches qui est la Campana Grossa, et en fait, on en trouve 3 cloches. Et donc, on sait très bien au Moyen-Âge reconnaître
la différente tonalité et le différent rythme de la cloche. Là, on sait par exemple qu'à San Gimignano, on avait une cloche pour avertir la population d'une condamnation. Quand on condamnait à mort, par exemple, quelqu'un, on faisait sonner un certain type de cloche. On en avait une autre qui servait à prévenir la population d'un danger, principalement d'un incendie. Et puis la troisième, qui était la plus importante, c'était l'appel à la réunion. Donc on voit très bien dans ce jeu de cloches le rôle de la commune, à la fois pour rassembler la population dans un but politique, pour la prévenir d'un danger imminent et pour rendre la justice. À quelques kilomètres des cloches de San Gimignano, à Sienne, le paysage urbain raconte une autre histoire. Celle d'une commune qui a triomphé de ses adversaires. Les tours de l'aristocratie ont été détruites et l'architecture de la ville peut se lire comme une véritable affiche de propagande. Ce que les élites de la ville cherchent à promouvoir, c'est « il buon governo », le bon gouvernement. Et le bon gouvernement siennois, c'est celui du conseil communal qui, au contraire du seigneur tyrannique, assure la justice, la paix et la prospérité à ses citoyens. Le bâtiment du palais communal est une déclaration publique en soi. Sa masse imposante, qui domine la place du Campo, est là pour rappeler la puissance de la commune. C'est à partir de sa porte principale que s'étirent les 9 segments pavés de la place. Ils sont 9 pour rappeler que c'est le Conseil des 9 qui gouverne les lieux. Cette démonstration de pouvoir ne se lit pas seulement dans les monuments de la ville. On la retrouve aussi dans ses archives, gardées dans le palais Piccolomini. Duccio Balestracci, siennois et professeur d'histoire médiévale, étudie l'histoire de sa ville à travers ses documents administratifs. Nous sommes ici aux archives d'État de Sienne, le plus grand dépôt de documentation écrite de la ville. Le premier acte, écrit, conservé ici, date du 8e siècle. Nous sommes ici dans le musée des Bikernes. Ce musée n'est pas très connu, même des Siennois. Peu connu parce qu'il s'agit ici des couvertures de bois des bikernes peintes, mais peintes par de grands artistes. Les bikernes étaient les registres des impôts de la ville de Sienne, tels que la bikerne ou la gabelle. Durant tout le Moyen-Âge, la ville de Sienne n'a jamais séparé le concept de l'utile du concept du beau. Même une chose aussi aride qu'un registre fiscal, et qu'y a-t-il de plus aride qu'un registre fiscal, devait avoir une belle apparence. Nous voici devant une couverture de bikerne illustrée par Ambrogio Lorenzetti. On voit la commune de Sienne personnifiée par un seigneur. On voit que c'est Sienne parce qu'il porte un habit noir et blanc. C'est le blason de Sienne. Il y a aussi la louve. La louve est l'emblème de Sienne. On peut voir également les jumeaux qu'elle est en train d'allaiter. La commune en seigneurie qui porte un sceptre et un bouclier est la même allégorie que l'on trouve dans le palais communal. Les messages illustrés dans ces représentations sont clairement des messages politiques. Ce sont des messages de médiation entre le pouvoir et le citoyen. Le pouvoir dit, en contrepartie de l'argent que tu me paies avec cette bikerne et cette gabelle, je te garantis une bonne administration, un bon gouvernement. L'idée que Sienne devait être belle était exprimée jusque dans les décrets municipaux.
Quand on décidait de construire ou de restaurer quelque chose, on expliquait toujours « parce que cette ville est belle et doit être la plus belle ville de Toscane ». Sienne est représentative de ces villes du nord de l'Italie qui ont développé leur puissance grâce au commerce et à l'activité bancaire. Et pour pouvoir étendre ces échanges en dehors de l'Europe, il faut des débouchés sur la mer. Au cours du Moyen-Âge, le pouvoir communal se développe au sein des puissances maritimes du Nord que sont Pise, Gênes et la plus célèbre d'entre elles, Venise. La ville, qui a adopté le régime d'une république oligarchique, se développe grâce à son emplacement au bord de l'Adriatique. Mais c'est après la première croisade, à partir du XIe siècle, que s'affirme sa prééminence absolue. La place Saint-Marc, la basilique du même nom et le palais des Doges constituent ce que les Vénitiens appellent l'Area Marciana, du nom du saint patron de Venise, San Marco. Alessandra Rizzi, spécialiste de la Venise médiévale, nous guide sur cette place où la République de Venise a mis en scène son pouvoir. La puissance médiévale vénitienne atteint son apogée quand Venise constitue son empire colonial, le Stato da Mare, ce qui signifie l'état de la mer. La constitution de cet empire a commencé au XIe siècle, progressivement, en établissant une série de rapports juridiques, d'abord avec les villes italiennes, particulièrement celles de l'Adriatique, puis successivement avec les territoires contrôlés par l'Empire byzantin. L'État vénitien médiéval a été défini comme une sorte de Commonwealth, c'est-à-dire un agrégat d'États que Venise réussissait à maintenir uni grâce à sa capacité et sa volonté d'exercer une justice efficace. C'est pourquoi on trouve l'emblème de la justice à Venise, mais aussi dans tous les territoires vénitiens. Venise a utilisé l'instrument de la justice pour gouverner. Cette association symbolique entre pouvoir et justice est incarnée par les colonnes San Marco et Santo Daro, érigées sur le quai principal de la ville. Elles sont là pour rappeler aux voyageurs qu'ils pénètrent dans la capitale d'un empire, mais elles délimitent aussi une zone où on paye les taxes et un lieu où la République punit ou autorise. Cet endroit est important pour deux raisons. Entre ces deux colonnes, on érigeait pendant la République, mais aussi plus tard, l'estrade où avaient lieu les exécutions capitales. C'est aussi un endroit important pour les Vénitiens car on pouvait y jouer au jeu de hasard. La République admettait publiquement le jeu dans cette partie de la ville. Et c'est le lieu le plus public de Venise parce qu'il y a le palais des Doges, la basilique, et en public, le jeu pouvait être contrôlé. Donc la justice vénitienne se mettait en scène de cette façon-là, en contrôlant une pratique considérée comme socialement dangereuse et en mettant à mort ses détracteurs. Venise, comme les autres villes d'Italie, finit par perdre sa souveraineté. Qu'on les appelle communes ou républiques, les cités-États italiennes perdent peu à peu leurs institutions démocratiques. Et les familles nobles reprennent progressivement le pouvoir à la fin du Moyen-Âge. C'est ce qui se passe à Florence pendant la Renaissance. Durant cette période, peintres, sculpteurs et architectes transforment la ville pour en faire le joyau que nous connaissons. C'est précisément au même moment que la République florentine est dépossédée de sa souveraineté
par la famille Médicis. Ce que nous racontent les toits de Florence, c'est avant tout la mainmise de ces princes sur la ville. Les Médicis ont bâti leur fortune sur la banque au cours du XVe siècle. Et ils sont progressivement devenus les créanciers des monarchies européennes. Giovanni Cipriani, spécialiste d'histoire florentine, nous détaille comment Côme de Médicis s'est servi de son pouvoir financier pour s'emparer du pouvoir politique au début du XVIe siècle et a transformé le palais communal en résidence privée. Le véritable pouvoir des Médicis commence en 1512. Auparavant, leur pouvoir était réel, mais c'était un pouvoir indirect. Les Médicis avaient un poids économique énorme. Leur activité bancaire avait créé un lien étroit avec la ville. Dès le début du XVe siècle, la Banque Médicis était l'une des plus importantes d'Europe. En plus de son siège à Florence, elle avait deux très importantes filiales en Italie, Milan et Rome, et des succursales à Genève, Avignon, Bruges et Londres. Le désir de Côme Ier était d'ensevelir la gloire de la République et de créer une nouvelle gloire, la gloire des Médicis. Côme Ier avait une personnalité très intéressante. Il faisait passer son message politique dans les œuvres d'art. Toutes ces fresques sont donc étudiées, pensées et approuvées par Côme Ier. Toutes les décorations sont confiées à Giorgio Vasari, architecte et peintre d'Arezzo, qui a élaboré avec ses élèves ce qui nous entoure aujourd'hui, l'apothéose du pouvoir des Médicis. Les Médicis habitaient au Palazzo Pitti. Pour des raisons de sécurité, ils ont imaginé la création d'un couloir. Ici, on peut très bien voir le corridor Vasari, qui a été réalisé en 1565 pour pouvoir se déplacer sans mettre le pied dehors et en toute sécurité du Palazzo Vecchio, en passant par la Galerie des Offices, jusqu'au Palazzo Pitti. Nous voyons au sommet du Ponte Vecchio un couloir de couleur crème qui traverse tout le pont. C'est le corridor Vasari. Cette vue magnifique nous permet de comprendre comment les Médicis ont détourné un monument de la Florence républicaine pour leur usage personnel. Au moment où le corridor Vasari pose son empreinte sur Florence, l'âge d'or des cités-États italiennes est révolu. Minées par leur rivalité et des guerres incessantes, elles finissent par retomber dans des régimes monarchiques. Durant la Renaissance, elles sont progressivement absorbées par les nombreux royaumes et duchés qui se partagent l'Italie. Pourtant, ces cités ont inventé leurs formes et leurs institutions avec tant de soin et de cohérence qu'elles ont traversé le temps et sont encore des objets de fascination et des sources d'inspiration pour les villes d'aujourd'hui.